qui va apparaître dans cette bulle, je vais être très honnête avec vous, c'est le message le plus important de toutes mes confs, tous sujets confondus. Voilà. Ça fait 5 ans que j'en fais à l'échelle professionnelle, sur des sujets différents qui vont de la géopolitique à la littérature comparée en passant par l'intelligence artificielle. Dans toutes mes confs, je n'ai toujours pas, je vais être vraiment très sincère avec vous, de message plus important que celui-là. Et ce message qui nous vient de Schopenhauer et de Gandhi, c'est que toute révolution dans l'histoire humaine, et dans n'importe quel domaine, qu'il soit politique, philosophique, moral, scientifique, technologique, religieux, légal, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours systématiquement par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Ce sont les 3 étapes de toutes les révolutions dans n'importe quel domaine. Et je vous mets au défi de trouver un contre-exemple historique à ça. Je vais même vous laisser 2 minutes là. Trouvez-moi un contre-exemple historique d'un truc qui ne soit pas passé par ridicule, dangereux, évident et qui était révolutionnaire. Une économie dont la ressource est infinie. Pourquoi ? Parce que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Bon, ça change tout. Parce que le pétrole, c'est pas infini. Hein. Le jus d'orange surgelé, les carcasses de porc, la bauxite, le blé, c'est pas infini. Il n'y a rien de matériel et d'infini. Ça n'existe pas. Tout ce qui est tangible, tout ce qui est matériel est forcément fini. L'univers est très grand. Bon, l'univers observable, on ne parle pas des univers multivers, etc. Mais dans l'univers observable, tout ce qui est tangible est fini. Et en tout cas, sur Terre, c'est tout à fait le cas. Tout ce qui est tangible est fini, mais dans le monde immatériel, on peut avoir de l'infini. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une croissance infinie si on la basait sur la connaissance ? Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que l'être humain, il a un véritable désir d'infini en lui, qu'on ne peut pas lui retirer. L'être humain regarde les étoiles, explore, nos ancêtres partaient sur des canaux comme ça à la One Again dans le Pacifique sans savoir s'ils allaient trouver une côte. L'être humain a un désir intrinsèque d'infini, mais ce n'est pas dans le monde matériel qu'il va le trouver. Et quand ce désir d'infini tombe dans le monde matériel, il devient pathologique, surtout à notre époque. Parce qu'une croissance matérielle infinie avec une terre finie, ce n'est pas possible. Alors on peut faire ce qu'on veut, ce n'est pas physiquement possible. Dans les océans, on sait qu'aujourd'hui, on utilise 1,8 fois la planète Terre. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Bon. Mais ça ne veut absolument pas dire que notre croissance doit s'arrêter. Alors, je ne suis pas du tout contre Pierre Rabhi quand il parle de décroissance. C'est de décroissance matérielle. Dans le monde immatériel, vous pouvez croître indéfiniment. Quand vous creusez un puits de pétrole, au bout d'un moment, vous pouvez dire « ça y est, j'ai sorti tout le pétrole du puits », mais à quel moment, par exemple, vous pouvez dire « j'ai extrait toute la connaissance possible ». L'enjeu, il est très simple, c'est que la connaissance vaut plus cher que le pétrole. Ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Je veux dire, Facebook, ils valent 4 fois Total en bourse. Facebook vend de la data, Total vend du pétrole. La Corée du Sud est beaucoup plus riche que la Russie. La Corée du Sud exporte plus que la Russie chaque année. 3 fois plus précisément, alors qu'ils ont, enfin non, 2 fois et demi en ce moment, alors qu'ils ont 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. On peut faire coller 171 fois la Corée dans la Russie. Les Russes, ils ont tout. Pétrole, gaz naturel, bauxite, strontium, uranium, diamant, mannequin, tout ce qu'il faut. Et les Coréens exportent plus que les Russes chaque année, alors qu'ils n'ont pas de matières premières. Donc la connaissance, c'est plus cher que le pétrole, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. La Silicon Valley. Silicon Valley, il n'y a pas de pétrole là-bas, mais il y a de la connaissance. Google vaut 1 milliard en bourse, Amazon aussi, Microsoft aussi et Apple aussi. Donc Amazon, Microsoft, Google et Apple, ça fait 4 000 milliards de valeur boursière. Je vous mets au défi de trouver 4 boîtes pétrolières qui font 4 000 milliards de valeur boursière à L4. Donc la connaissance vaut plus cher que le pétrole, c'est un fait. La nature est le plus gros gisement de connaissances. C'est qu'en plus, la nature, non seulement elle nous humilie en permanence parce qu'elle fait de meilleurs produits que les nôtres, regardez les semi-conducteurs, les écrans, la nature nous met toujours 2 claques. Première claque, mon produit est meilleur. Deuxième claque, mon procédé industriel est meilleur aussi. La nature le fait sans polluer. La nature pollue 0 et elle fait de meilleurs produits en plus gros volume. Prenez le cas des semi-conducteurs, c'est frappant. Si on pouvait fabriquer des semi-conducteurs dans les volumes de la nature, enfin du silicium dans les volumes de la nature, mais on aurait des puces Intel dans nos chaussettes. Et c'est probablement ce qui va arriver d'ailleurs. Donc, on pourrait en plus abolir le déchet si on arrivait à produire comme la nature. Si on produisait comme la nature, nous n'aurions plus de déchets et nous serions plus compétitifs. Il y a un concept en biologie qu'on appelle l'exaptation. L'exaptation, ça veut dire s'adapter en dehors
Alors, les psychologues diraient de sa zone de confort, les biologistes diraient de sa niche. Je vous présente un serpent qui existe au Vietnam, il s'appelle Chrysopelea ornata, et ce serpent, en fait, il plane. Il peut se jeter d'un arbre et il peut planer comme ça. Il se met en S, ça lui donne encore plus de surface, de portance. Parce qu'en fait, vous savez, les serpents n'ont que des côtes flottantes, les serpents n'ont pas de sternum pour pouvoir avaler quelque chose de plus gros qu'eux, donc ils n'ont que des côtes flottantes. Et ça lui permet de mettre ses côtes comme ça en V, d'aplatir. Et du coup, en étant aplati comme ça, il arrive à se jeter et il peut planer sur 90 mètres. Du coup, ça lui a permis de conquérir tout un tas de nouvelles niches, de nouvelles opportunités de prédation. Imaginez maintenant que ce serpent soit une entreprise. Jamais on n'aurait pris cette décision. Imaginez, c'est Serpent SARL. Bon, chez Serpent SARL, il y a un conseil d'administration, c'est une boîte qui marche bien, elle est là depuis longtemps. Imaginez, il y a un petit jeune qui débarque au COMEX parce qu'il a été promu et tout, puis il dit « Hey chef, j'ai une super idée, si on volait ?» Bon là, au COMEX, normalement, le président, il se lève, il fait « Hey fils, t'es con ou quoi ? Notre cœur de métier, c'est de ramper. Mon père rampait, mon grand-père rampait, son arrière-grand-père rampait. Et toi, tu veux qu'on vole ? » Bon. Heureusement, la nature n'a pas de conseil d'administration. Donc du coup, elle peut faire des essais-erreurs, et puis ce qui marche est retenu, ce qui ne marche pas est pas retenu. Il y a des serpents qui peuvent voler, enfin planer plus précisément. Grâce à leur morphologie, les serpents volants peuvent planer d'un arbre à l'autre et même flotter depuis la cime des arbres jusqu'au sol. Ils ne se contentent pas d'atteindre le bord d'une branche et de sauter. Lors de l'envol, les côtes du reptile s'aplatissent. La bio-inspiration, c'est quoi? C'est la science qui vous dit que le plus gros gisement de connaissances sur Terre, c'est la nature. En fait, vous ne trouverez pas de gisement de savoir plus vaste et plus profond que la nature. Parce que la nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement. Vous savez, Apple, ils sont riches, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche et développement. La nature, elle en fait depuis 4 milliards d'années. Donc évidemment que les solutions qu'elle a découvertes sont complètement dingues et valent beaucoup plus cher que les solutions d'Apple, si on savait les commercialiser. La nature est une bibliothèque. Simplement, nous, on a brûlé les livres au lieu de les lire. Si vous avez hérité une bibliothèque de votre grand-père et que vous êtes gourmand, vous allez vendre les livres comme ça au rabais. Mais ce n'est pas là-dessus que vous allez faire le plus d'argent. Imaginez, vous avez vendu un livre 10 balles, et en fait, il y a un expert qui arrive qui dit « Ouais, mais ce que tu as vendu, c'est une édition originale des Fleurs du Mal, ça coûte 15 000. » Ah oui, mais je l'ai déjà vendu, merde. La nature, c'est ça. C'est exactement ça qu'on a fait avec la nature. On a vendu des espèces, on les a détruites, quoi, pour faire un petit billet, alors qu'on aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus. Il ne faut pas opposer nature et prospérité. La nature est le meilleur modèle de prospérité sur Terre. Elle part d'une île volcanique vierge et elle vous en fait New York, la nature, avec des arbres, avec des services, avec des échanges d'énergie, de matière. La nature est le meilleur modèle de prospérité sur Terre. Si on en revient à des expériences de conditionnement dont l'objectif est de se libérer, vous avez entendu parler de l'expérience de la prison de Stanford, ou pas. Et pourtant, tout le monde devrait en avoir entendu parler parce que c'est une expérience extraordinairement intéressante. Très controversée à l'époque, qui ne respecte pas la règle numéro 1 de la doxa scientifique actuelle, c'est-à-dire ne faites pas partie de votre propre expérience. C'est censé être la règle numéro 1, ne faites pas partie de votre propre expérience. Et pourtant, l'expérimentateur, il a fait ça. Il a pris un quart d'étudiants, non pas que d'étudiants, de pères de famille, de gens qui avaient été vérifiés dans leur background pour aucun antécédent d'ordre judiciaire ou psychiatrique. Et il prend donc un quart et il leur dit à partir de maintenant, tous les gens à ma gauche, vous allez jouer des faux prisonniers dans une fausse prison, et tous les gens à ma droite, vous allez jouer des faux gardiens dans une fausse prison. Et pour bien leur faire jouer le jeu, il va demander à la police de Palo Alto de les arrêter, de bien les mettre dans l'ambiance, les arrêter, faire le mugshot avec le numéro de série et tout, le profil et tout le bazar. Et là, il s'était dit, peut-être qu'en 2 semaines, je verrai un début d'effet. Je verrai des prisonniers qui se prennent tellement dans le jeu qu'ils croient qu'ils sont coupables. Et puis je verrai peut-être des gardiens qui se prennent tellement dans le jeu qu'ils vont commencer un peu, éventuellement, sait-on jamais, à abuser de leur pouvoir. Et je pense qu'au bout de 2 ou 3 semaines, il se pourrait que je vois, si je suis suffisamment vigilant, un début d'effet. Il a dû arrêter l'expérience en 72 heures. C'est totalement parti en vrille. Et lui, le premier, c'est-à-dire que lui, il jouait pas n'importe qui, il jouait le patron de la prison. Et lui, le premier, il tournait la carte, le mec. Il s'est mis à abuser. Vous donnez un bâton à quelqu'un. Tiens, si je m'en servais, tiens, viens là, toi. Il a fait ça.
C'est-à-dire, il y a le côté, j'ai du pouvoir, je peux les priver de ce que je veux, je peux leur enlever le matelas, je peux leur faire sauter la bouffe, je peux leur mettre de la lumière dans leurs cellules. Ils ont signé, les gars. Let's go. En 72 heures, il y avait des prisonniers qui croyaient vraiment qu'ils étaient coupables et qui méritaient leur sort. Et il y a des gardiens qui devenaient complètement sadiques. Et rien, et c'est ça la conclusion de l'expérience, rien dans la recherche d'antécédents n'aurait permis de soupçonner ça. Rien. Philippe Zimbardo a appelé ça l'effet Lucifer. Vous connaissez sans doute la blague des deux planètes qui se rencontrent. Alors comment tu vas? Bah pas très bien. J'ai chopé des humains. Donc j'ai de la température, c'est logique. Et l'autre planète répond: ah, t'as chopé des humains? T'inquiète, ça dure pas longtemps. On est dans 300 ans de matérialisme. La totalité des activités humaines depuis 300 ans tendent au matérialisme forcené. Matière, matière, matière. Et c'est pour ça qu'on a autant de suicides, c'est pour ça qu'on a autant de vide. L'esprit n'est pas respecté. Hegel et Marx ont fait beaucoup dans cette direction, mais à leur époque, c'était original. À leur époque, c'était original de dire « hey, si on s'intéressait à la dimension matérielle de l'histoire », si on s'intéressait aux simples faits, les rapports de force, les besoins alimentaires des gens, etc., leurs conditions de vie, après l'école des annales, leur taux d'alphabétisation. Oui, c'était bien de faire ça, mais réduire la totalité des événements à leur dimension matérielle, c'est faux. Ce que l'humain pense, ses aspirations intellectuelles, ses rêves et ses idéaux, sont des choses extraordinaires. Un des premiers à à être sorti du matérialisme classique alors qu'il était communiste, c'était Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui était très très conscient de la condition ouvrière, etc., et qui était un communiste convaincu. Il a même été... il y a eu une chasse aux sorcières contre lui à la fin de sa vie, précisément pour ça. Mais c'était le premier à parler d'élan spirituel, notamment dans son grand discours du dictateur. Donc, on sort de 300 ans de matérialisme forcené, qui a créé un vide, une dépression, et bien entendu, ce que René Guénon appelait déjà au début du XXe siècle, le règne de la quantité. Parce que si tout est mettable en boîte, si tout est matériel, eh bien entendu, on va faire une échelle quantifiée, parce qu'on aime bien les chiffres, etc. Mais il faut en sortir de ça. L'intelligence est quelque chose de trop profond pour être réduite à une dimension matérielle monodimensionnelle en l'occurrence. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté! Il y a un grand poète soufi du XIIe siècle qui a dit « L'humanité tisse la toile où elle se prend ». L'humanité construit comme une araignée une toile, et puis finalement elle finit par se prendre au piège dans cette propre toile. C'est tout le problème du développement durable. On a fait, et c'est le sentiment de modernité, on a fait au XXe siècle une société pour augmenter l'espérance de vie, pour augmenter le bien-être, etc. Et paradoxalement, on a un taux de dépression par 10 000 habitants qui ne fait qu'augmenter. Et on sait dans toute l'OCDE que plus le niveau de vie augmente, plus le taux de dépression par 10 000 habitants augmente. Et ça, évidemment, c'est un paradoxe que l'on n'arrive pas à résoudre. Et on sait que pour être dépressif, il faut 3 choses qui sont résumées dans la phrase « self-explodes », qui voudrait dire auto-exploser en anglais, mais qui signifie en l'occurrence « self », mauvaise image de soi, « explo », manque d'exploration, qui est en gros une partie de la créativité, et « DES », désocialisation. Le bonheur national brut des Bhoutanais, la première chose qu'il prend en compte, c'est vous avez perdu tout votre argent, votre maison a brûlé, sur combien de personnes vous pouvez compter? Ça, c'est un des premiers indicateurs. Et on voit que dans les pays très pauvres, il y en a plein, et dans les pays très riches, il y en a très peu. Et ça, c'est la désocialisation. Exploration, eh bien, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin.
on fait à peu près tout le temps, on a beaucoup de métiers où on fait des tâches répétitives. Parce que dans la révolution industrielle, l'homme est un assistant de la machine. On a voulu faire de la machine un assistant de l'homme et on a fait de l'homme un assistant de la machine. Et puis, donc, self, mauvaise image de soi. À l'école, quand vous prenez un 0, on est d'accord que c'est votre travail qui est évalué, mais pour le cerveau, c'est vous. À tel point qu'on a tous un label de qualité. Je veux dire, dans une boîte du CAC, les grilles de salaire, c'est le polytechnicien, il attend, le centralien, il attend, voilà. Puis c'est pareil qu'un label rouge, un triple A. Vous avez un label rouge sur la fesse gauche qui dit quel est votre niveau de qualité, donc mauvaise image de soi aussi. Donc ça, c'est effectivement cette société qu'on a conçue en un sens pour le bonheur commun, avec plus haute espérance de vie, etc., puis qui paradoxalement nous rend malheureux pour les choses que l'on est en train de comprendre là. Donc ça, pour moi, c'est une première réflexion. L'autre réflexion, ce sont les fourmilières. Pour le biomimétisme. Dans toute fourmilière ou dans toute structure d'insectes sociaux, donc termitières, essaims d'abeilles, etc., il y a toujours autour de 10% d'abeilles ou de fourmis qui foutent rien. Et c'est même incroyable de voir à quel point elles foutent rien. Non seulement elles foutent rien, mais en plus elles font obstacle aux fourmis qui travaillent. Elles gênent. Elles se mettent en travers des ouvrières. Et évidemment, on s'est dit, mais à quoi ça sert? Parce que là, il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois la fourmilière, ça fait plusieurs centaines de millions d'années qu'elle évolue, donc elle est plutôt optimisée, hein, la nature est très optimisée, et en même temps, c'est resté et ça a l'air non optimal. Donc on a voulu comprendre à quoi ça servait. Alors on a retiré toutes ces espèces de cas sociaux des fourmis, en fait. Hein. Et quand on les retire, la fourmilière s'effondre. Pourquoi ? En fait, elles entraînent la fourmilière de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un critère de robustesse interne. On appelle aussi ça antifragilité. L'antifragilité, c'est un concept fascinant. Imaginez que je prends ce verre, je le lâche. S'il ne se casse pas, on dit qu'il est robuste. S'il était antifragile, ce qu'il n'est pas, eh bien, après l'avoir lâché une fois, je pourrais le lâcher d'encore plus haut, parce que le choc l'aurait rendu plus résistant. Pour un verre, ça paraît débile parce que c'est une structure inerte qui n'apprend pas. Mais les structures apprenantes, comme les êtres humains, comme les enfants, comme les sociétés, sont antifragiles. Et c'est ce qu'on a vu avec Wikipédia. Wikipédia, ce qu'il a fait réussir, c'est le fait de ne plus avoir d'argent. Donc c'est le choc d'être à 2 doigts de la faillite qui l'a rendu plus fort. Donc l'antifragilité, au fond, c'est un concept ancien. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Eh bien, les fourmis, on a observé donc qu'elles entraînaient les ouvrières et qu'elles leur apprenaient à gérer des obstacles, et que du coup les ouvrières en dehors de la fourmilière s'en sortaient beaucoup mieux, et que si elles n'avaient pas cette espèce d'entraînement à l'intérieur, eh bien elles s'en sortaient mal. Donc pour conclure en fait sur ce que l'on commence à comprendre de la société, parce que c'est vrai que dans cette renaissance 2.0, on se met à mieux comprendre notre société, et en particulier ses maladies. Après tout, les êtres humains ont des maladies, la psychologie a des maladies, la société aussi. Et une société malade ne peut pas rendre un individu heureux. Jouer, c'est la meilleure façon d'apprendre, point. Pourquoi? Ces bébés tigres-là, s'ils ne jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. La nature, elle ne fait pas de cadeaux. La nature, elle est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. C'est pas si vous avez échoué, vous revenez l'année prochaine. Non, c'est vous êtes mort. Donc, dans la nature, qui est beaucoup plus sélective que nos grandes écoles, plus un comportement est précis, par exemple pour un chimpanzé, utiliser un bâton pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, ou bien utiliser des cailloux pour briser une noix, plus un comportement est pointu, plus le jeu va être sollicité pour l'apprendre. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est spontané, et parce que le jeu a un retour sur expérience immédiat. Comparez le jeu à une copie d'examen. Une copie d'examen, vous faites... Alors, imaginez, vous avez 15 questions, typiquement, dans une copie d'examen classique. 15 questions. Première question, aucun retour. Deuxième question, aucun retour. 15e question, aucun retour. Vous rendez votre copie. 2 semaines plus tard, hors contexte, vous avez un retour. Ça vous fait donc 15 retours toutes les 2 semaines. Un jeu vidéo, un retour toutes les demi-secondes. Terminé. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion n'apprennent pas à piloter sur des copies d'examen. Alors ils ont évidemment des cours de maths de cette manière-là, qui n'est pas la meilleure, mais un simulateur, c'est nécessaire pour former un pilote. C'est juste
incontournable. On ne peut pas former un pilote sans simulateur. Pourquoi? Parce que le temps d'apprentissage, si on avait un feedback toutes les 2 semaines, serait beaucoup trop long pour former un pilote. Et plus les connaissances vont devenir pointues, plus il va falloir un apprentissage où le temps de feedback est ultra intense. La fréquence de retour, c'est ça qui vous fait un apprentissage de qualité. Et il faut l'augmenter. Il faut de l'apprentissage haute fréquence, de même qu'on a du trading haute fréquence. Alors, au passage, tous les mammifères jouent pour apprendre, tous. Et plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. On me dirait, une corrélation, ce n'est pas forcément un lien de cause à effet, mais on a démontré un lien de cause à effet. Les dauphins jouent, les corbeaux jouent, les perroquets jouent, les poulpes jouent. Et bien sûr, les tigres ou même les gazelles jouent. Les intestins, on appelle ça le 2e cerveau. Parce que c'est la partie du corps qui possède le plus de neurones après le premier cerveau. C'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Et la façon naturelle d'absorber du contenu pour le 2e cerveau, c'est le plaisir. Personne ne va dire « Oh non, manger encore ». Ce n'est pas une corvée, la pause déjeuner. C'est même une pause. Ce n'est pas la corvée déjeuner, c'est la pause déjeuner. Mais notre premier cerveau, c'est pareil. Il aime naturellement apprendre. Notre premier cerveau de base, il aime la connaissance, il adore ça. Regardez les enfants et vous demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les plantes sont vertes, ou peut-être plus tard l'inverse. Parce que notre cerveau a un désir naturel d'apprendre. Mais on peut casser ce désir. Par exemple, prenez un bébé. Vous ne pourrez pas lui faire avaler du chocolat noir ou du café. Parce que le goût amer, les bébés en ont une aversion naturelle. Parce que le goût amer, ça signale les neurotoxiques. C'est pour ça que l'alcool est amer aussi. Le goût amer, ça signale un neurotoxique. Ça signale quelque chose qui va agir sur vos neurones. Et donc le cacao, le café et l'alcool sont amers. Mais en grandissant, on peut apprendre à aimer le chocolat noir, ou le cacao, ou le café, ou le champagne. Si vous forcez un gamin à prendre du chocolat noir alors qu'il vraiment il n'en veut pas, et que vous le forcez, vous dites « Non mais je t'ai pas demandé ton avis, tu vas le bouffer le chocolat noir », ah ben vous allez le dégoûter du chocolat. Voilà. Vous lui montrez une boîte de Jeff de Bruges, il va dégueuler direct. Bienvenue dans l'apprentissage contemporain des mathématiques. Mais au début, Ferry, pourquoi il crée l'instruction publique obligatoire et pourquoi il en fait une loi? Eh bien c'est pour les parents. Parce que les élèves, les enfants, ils voulaient aller à l'école. Si vous demandiez à un gosse de la campagne si tu as le choix entre emballer des bottes de foin et entendre parler de la vie de Jules César, le calcul était vite fait. Et les enfants de la campagne, ils voulaient aller à l'école. C'est les parents qui disaient, écoute, qu'est-ce que tu veux, ça serve d'apprendre la vie de Jules César pour emballer les bottes de foin au départ? C'est les parents qui ne voulaient pas. L'instruction publique obligatoire d'un point de vue légal, c'est pour obliger les parents à laisser les enfants aller à l'école. Évidemment, il y a eu plein d'autres enjeux. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui d'en parler. Mais au départ, c'était vraiment pour contraindre les parents. Et puis, quelques générations plus tard, les parents ont parfaitement compris qu'il y avait un petit côté promotion sociale dans l'affaire. Et du coup, ils disent à leurs enfants, vas-y. Et maintenant, l'école est obligatoire pour les enfants, pas pour les parents. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'école était compétitive pour capter l'attention. Et puis, entre-temps, il y a eu la presse écrite, la radio, la télé, Internet, YouTube, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Il y a eu une course aux armements pour capter votre attention. Recevoir de l'attention humaine, c'est devenu de plus en plus précieux. Pensez-y, dans les années 50, vous décrochiez votre téléphone, vous aviez directement une vraie personne en face de vous. Vous aviez une opératrice. Vous n'avez même pas composé le numéro, il y avait une vraie opératrice, une vraie personne qui vous parlait direct. Parce qu'à l'époque, donner de l'attention humaine, c'était encore vraiment possible et pas trop cher. Mais aujourd'hui, rien qu'en service après-vente, essayez d'avoir un vrai humain, juste pour tester. C'est devenu de plus en plus dur d'avoir de l'attention humaine disponible pour un problème. Pendant ce temps-là, les médias se sont battus pour essayer de capter un maximum de parts d'attention, ce qui a été appelé tragiquement tant de cerveaux humains disponibles. Malheureusement, c'est vrai. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que l'école pourrait être compétitive. C'est juste qu'elle n'a pas eu à le faire, parce qu'elle était obligatoire. Donc, elle n'avait pas besoin de se battre pour avoir la quantité d'attention qu'elle voulait. Le truc, c'est que vous pouvez forcer les heures, mais vous ne pouvez pas forcer l'attention. Vous ne pouvez absolument pas, même si vous êtes dans Orange Mécanique, Stanley Kubrick, avec le mec qui a les yeux ouverts et tout, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à donner son attention. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez la séduire. Ça, c'est possible. Séduire l'attention des gens, c'est tout à fait possible. Mais les forcer, c'est pas possible. L'attention, vous ne pouvez pas la violer. Vous pouvez que la séduire. C'est tant mieux, d'ailleurs. Mais donc, évidemment, dans l'enseignement, c'est ça qu'il faudrait faire.